Dans le cadre des élections au poste de grand rabbin de France, nous recevons ce soir le rabbin Olivier Kaufmann. Bonsoir. Bonsoir. Le 22 juin prochain aura lieu l'élection du grand rabbin de France, plus d'un an après la démission du grand rabbin Gilles Bernheim, poste important, à la fois civil et religieux. Le grand rabbin de France n'est pas seulement la représentation religieuse de la communauté juive, il est aussi la référence spirituelle du judaïsme français pour la société civile. En ces temps où l'actualité tragique confine à l'inquiétude, voire à l'angoisse des juifs de France et d'Europe, on voit combien manque une voix juive en France qui donne à penser, qui explique et qui propose. Olivier Kaufmann, vous êtes donc candidat. Je rappelle que vous êtes grand rabbin de France par intérim, directeur du séminaire israélite de France, que vous dirigez la communauté de la place des Vosges. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection, d'autant qu'après votre nomination comme directeur du séminaire israélite, vous avez déclaré trouver ce défi exaltant pour abandonner un an après cette mission exaltante. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à vous présenter ? Alors, vous avez dit le mot-clé, abandonner. Non. D'une certaine manière, je n'abandonnerai jamais ce qui est, à mes yeux, la priorité du mandat du grand rabbinat de France, c'est la formation des rabbins. Sous quelle forme ? Oui, vous avez des raisons de vous interroger sur la forme que prendra mon engagement au sein de l'école rabbinique. Comme vous le savez, le Conseil du Consistoire central et son bureau a adopté le principe d'une fusion. Fusion certes administrative pour mutualiser les moyens, rationaliser les forces vives du consistoire qui, depuis un certain temps, sont déjà réunis. Je prends l'exemple du service religieux des divorces, des conversions, qui proposent leurs services dans des grandes villes comme Toulouse, comme Bordeaux. Et c'est donc pour moi l'occasion de dire que dans le cadre de ce projet de fusion, je dois me placer comme un acteur incontournable du destin de la communauté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je présente ma candidature. Non pas que je veuille me placer sur l'échiquier communautaire, mais c'est que j'ai véritablement la volonté d'agir pour amplifier les efforts que j'ai pu mener au sein de l'école rabbinique. Je me suis rendu compte que statutairement, le président de la commission du séminaire, c'est le grand rabbin de France. C'est lui qui fixe les grandes orientations. De l'autre côté, sur le plan administratif, c'est plutôt le directeur général du consistoire central. Le directeur, qui est censé être le numéro 2 de l'organigramme, se retrouve dans des rapports de force particuliers qui peuvent, non pas l'empêcher de travailler, mais qui peuvent lui donner une marge de manœuvre. Et je m'en suis rendu compte tout au long de cette année. Une marge de manœuvre très particulière. J'en veux pour preuve que l'intérim m'a donné une force, de manière accidentelle certes, mais qui m'a donné une force qui fait que le directeur de l'école rabbinique ne peut plus se contenter, comme cela fut le cas, d'accompagner pendant le cursus l'élève rabbin et puis de passer le relais au grand rabbin de France après la sortie du séminaire. Ce qui veut dire que le grand rabbin de France devra, si je suis élu, je le ferai, parce que j'en ai la conviction, de faire un contrat d'objectif entre le directeur de l'école rabbinique qui doit, pardonnez-moi l'expression, mouiller sa chemise. C'est-à-dire passer un contrat d'objectif avec le directeur, le grand rabbin de France, le rabbin qui est propulsé dans sa première communauté et le président de communauté, afin que toutes les parties prenantes du destin de notre communauté soient véritablement impliquées dans ce destin qui nous importe tous. Sous quelle forme prendra mon engagement ? Si ce projet de fusion reste purement administratif, puisqu'il va être proposé à l'Assemblée générale pour l'année prochaine, pour le dernier semestre de l'année civile. Ça, c'est le président du consistoire qui le décidera avec le Conseil. Si cette fusion est purement administrative, bien évidemment qu'il faudra que je laisse ma place. Mais je veillerai à ce que cette direction soit dans le sens des orientations de la réforme que j'ai pu entreprendre depuis janvier 2014. Je ne laisserai pas les réformes que j'ai commencé à réaliser être battues en brèche. Ce sont des réformes concernant l'ouverture sur la cité, les matières de culture générale, l'enseignement spécifique de la communication, de cette période de la Shoah, quand nous savons que la FMS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, travaille pour subventionner le séminaire. Il m'importait de faire en sorte, par honnêteté,
qu'il y ait un enseignement spécifique, qui ne soit pas intégré dans l'enseignement d'histoire juive, mais qui soit un enseignement spécifique. Et puis, j'espère pour l'année prochaine, pédagogie, psychologie, technique, formation aux techniques de la médiation. Si, pour revenir à mon raisonnement, cette fusion est plus qu'administrative et que la fonction de direction de l'école rabbinique, selon les vœux du Conseil, soit intégrée dans le cahier des charges du grand rabbin de France, il est évident que là aussi, il faudra qu'il y ait un directeur adjoint qui s'occupe du quotidien, mais le grand rabbin de France devra prendre toute sa place dans le destin de l'école rabbinique pour que ce que j'ai entendu durant mes déplacements en province, c'est-à-dire les frustrations des présidents de communauté qui n'ont pas l'impression que l'école réponde à leurs besoins, à toutes les nécessités du quotidien d'une communauté, que cette école, pour une fois, puisse aller dans le sens de la volonté de la communauté et s'installe pleinement dans l'avenir que nous dessinons pour ce judaïsme de France. Je me plierai donc, comme vous l'avez compris, aux décisions du Conseil et du Bureau. Olivier Kaufmann, vous n'avez pas peur du cumul, alors que la société politique lutte contre le cumul des mandats. On a l'impression que la communauté juive fait tout à fait le contraire. On a par exemple un grand rabbin de Paris, qui est grand rabbin de France par intérim, qui dirige le service. Ça, c'est pas notre faute. Qui dirige le service des divorces, qui est président d'une communauté. Et d'un autre côté, vous nous dites là ce soir, vous voulez être grand rabbin de France et continuer à enfin, si vous êtes grand rabbin de France et continuez à diriger le séminaire israélite, ce cumul n'est pas un peu inquiétant ? Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il n'y a pas de cumul de salaire déjà. Ça, je préfère le dire pour qu'il y ait une transparence totale. Écoutez, s'il y a une fusion, vous appelez ça cumul ? Si la fonction de direction, mais ce n'est pas moi qui vais le décider, si le consistoire central décide dans cette redéfinition à laquelle je souscris, de ces rapports de force. Si cette fonction est intégrée, il n'y aura plus cumul. Maintenant, si elle n'est pas intégrée et que cette fusion est purement administrative, là, vous aurez raison. Et c'est pour ça que là, dans ces cas-là, c'est le Conseil qui décidera et qui est seul juge. Là, dans ces cas-là, vous avez raison. Là, je prendrai du retrait, mais je garderai un œil sur cette direction de l'école rabbinique. Je m'impliquerai totalement. Car la clé de lecture pour tous les problèmes sur lesquels nous allons échanger, mon cher ami, la clé de lecture, c'est la formation des rabbins. On a beau tourner en rond autour de toutes les problématiques, c'est la formation des rabbins à cette polyvalence qui est nécessaire par les temps qui courent. Pour revenir sur la question que vous me posez par rapport au grand rabbin de Paris, l'intérim, je viens de vous répondre, ce n'est pas de notre fait. Ce sont les statuts qui prévoient que cet intérim soit exercé conjointement par le directeur de l'école rabbinique et le grand rabbin de Paris. Le grand rabbin de Paris, vous me dites, dirige le service des divorces. Ce n'est pas exactement la vérité. C'est-à-dire que le grand rabbin de Paris, et c'est peut-être pour cela que vous l'avez vu impliqué, était en train de préparer l'avenir de ce service. Et c'est tout à son honneur de vouloir préparer l'avenir et donc la formation des rabbins, des jeunes rabbins qui travaillent dans ce service des divorces. On était en pleine transition. Et cette transition prend du temps parce que, comme vous le savez, nos institutions ont du mal toujours à se projeter dans l'avenir. Le grand rabbin de Paris a hérité d'une situation et cette situation, il est en train de la gérer avec ce qui l'honore, une anticipation. Si on l'a vu au service des divorces, c'est qu'il est vrai qu'il monte, c'est le cas de le dire parce qu'il est sur le 5e étage, dans ce service pour jeter un regard bienveillant, une forme de tutorat pour les jeunes rabbins qui travaillent dans ce service. Et bien évidemment, et je le sais, tant du côté du grand rabbin Guggenheim du président Joël Mergui, qu'il est question de réfléchir à la sélection et à la recherche d'un Av Beddin. Et puis... Il était temps. Il était temps. Mais le Dayan est parti. Le Av Beddin est parti quand ? Il est parti en janvier dernier. Non, un peu plus tôt. Ah, vous en savez plus que moi, alors. ça fait beaucoup plus de... Non, il a fait valoir ses droits à la retraite en fin d'année civile. Ouais. Parce que vous savez, on est dans un pays de droit. De droit. Qu'il n'est pas calé sur le calendrier hébraïque. À ma connaissance, il a fait valoir ses droits à la retraite en fin d'année civile. Je peux me tromper, mais...
Mais ça manque. La question est aussi la difficulté de ne pas être jugé parti. Et c'est peut-être pour ça aussi que je parlais de ce fameux cumul. On l'a vu par exemple pour l'affaire du Guet. Pour l'affaire du Guet. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez été en poste, vous auriez demandé une enquête interne à la connaissance, à la lumière de ce qui vous est revenu? Vous êtes grand rabbin de France. Est-ce que vous demandez une enquête interne? Qu'est-ce que vous entendez par enquête interne? Parce que Savoir on a déjà entendu tellement d'expressions, commission, d'enquête. Savoir ce qui s'est passé, réellement. Savoir ce qui s'est passé. Écoutez, très franchement, je pense que si je suis élu grand rabbin de France, je ne mènerai pas une enquête. Par contre, ce que je ferai, c'est que je mènerai immédiatement une vaste réflexion, un processus qui est engagé au sein du service des divorces. C'est-à-dire que je réunirai les acteurs incontournables, mais pas juste le Beit Din de Paris, tous les dayanim, tous les grands rabbins régionaux, pour qu'en toute transparence, on puisse, une fois pour toutes, établir le cadre dans lequel s'exerce ce processus et surtout aussi encadrer de la manière la plus rigoureuse les techniques de médiation. Car, comme vous le savez, le monde s'est judiciarisé et hélas, quand un couple éclate, il y a les avocats des parties qui s'investissent pleinement dans ce qui parfois relève d'une guerre ou d'un conflit, et que le Beit Din doit se prémunir de ce type d'immixtion. Il y a donc une formation technique à la psychologie, à la médiation qui est nécessaire, et en parallèle, il faut établir un cadre très précis avec un dispositif et des modalités pour que avant, pendant et après, l'ex-épouse ne se retrouve pas en proie à certains maris récalcitrants qui sont, pardonnez-moi le terme, de vrais crapules, et qui utilisent le guet comme un moyen de pression. Nous étudierons, et j'inviterai une fois pour toutes, en toute sérénité, ça ne peut pas prendre un jour, en toute sérénité, ce n'est pas par le biais de médias interposés qu'on peut interpeller les uns et les autres, à étudier toutes les options qui ont été établies lors de la conférence européenne des rabbins, mais les étudier une par une, avec une analyse poussée, un raisonnement halakhique juridique, qu'il soit rédigé afin que toute la communauté puisse prendre connaissance des attendus et des conclusions menées à ce sujet. Surtout que les rabbins européens avaient formulé des pistes de réflexion. Vous l'avez dit. Intéressantes. Voilà, tout à fait. Mais ce sont des pistes. Ce sont des pistes. Bien sûr, mais ça existe. Par exemple, certaines sont mises en application dans quelques pays européens. Pratiquement toutes ont été refusées par le grand rabbin de Paris. Vous l'avez lu où, ça? Dans l'Express? Non, j'ai pas besoin de le lire dans l'Express. Non, écoutez, pour bien connaître le grand rabbin Guggenheim, vous savez, le grand rabbin Guggenheim, c'est un talmudiste, c'est un juriste. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas à l'esprit le Tovat HaKlal, le bien et l'intérêt général de notre communauté. Je reste convaincu que grand rabbin de France, que je serai, si Dieu le veut, je lui tendrai la main et je l'inviterai autour d'une table avec tous les autres grands rabbins généraux et les dayanim pour, option par option, étudier toutes les pistes. Une piste, ça s'approfondit, ça s'étudie. Mais ça ne peut pas s'étudier, encore une fois, dans un article de journal ou lors d'une conférence où les gens, parfois, passionnément, je le comprends, se parlent et échangent. Il y a un excellent livre du grand rabbin Dahan qui étudie, c'est l'objet d'une thèse, qui étudie toutes les options possibles, une par une, et qui, avec cette rigueur scientifique que nous lui reconnaissons, nous accompagne aussi dans cette réflexion. Et il faudra l'associer aussi à cette réflexion. En parallèle, je voudrais aussi dire une chose, c'est que ce que j'ai entendu autour de toutes ces semaines,
Et je crois que là, par contre, nous avons encore du chemin à faire. C'est la grande souffrance devant laquelle nous, les rabbins, nous ne pouvons rester indifférents. J'inviterai donc en parallèle toutes les associations défendant la dignité de la femme à s'exprimer devant moi, à établir toutes les pistes qu'elles peuvent proposer, qu'elles nous alertent aussi et qu'elles nous interpellent sur tout ce qui fait aussi l'humanité ou l'inhumanité du cadre dans lequel parfois peuvent se réaliser des processus dans le cadre de nos services. Et en ce sens, le Grand Rabbin de France doit être une passerelle entre toutes les composantes de la communauté pour que cette souffrance véritablement soit traitée comme il se doit, avec la plus grande attention et la plus grande vigilance. Je le disais, Olivier Kaufmann, l'actualité tragique de ces derniers jours, comme le résultat des élections européennes, méritait beaucoup plus que les traditionnelles condamnations et inquiétudes des responsables communautaires, et c'est le rôle du Grand Rabbin de France que d'y répondre. Israël fait tout depuis quelques jours pour retrouver les 3 adolescents juifs qui ont été enlevés. La tension est maximale et tout peut déraper à la moindre étincelle. Un sondage paru dans la presse israélienne hier montre qu'une grande majorité d'Israéliens, 59%, sont contre les implantations juives dans les territoires. 12% seulement des Israéliens sont pour le statu quo. Comment vous voyez tout d'abord cette situation et quelle est votre opinion justement quand on voit ce sondage des Israéliens ? Écoutez, je suis dans une position délicate. J'ai fait un choix depuis quelques semaines, c'est d'être à égalité avec les autres candidats. Donc je ne m'exprime pas en tant que Grand Rabbin de France par intérim. Et je serai, pardonnez-moi, dans une forme de réserve, sans pour autant occulter le fond de ma pensée. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour ces 3 jeunes, Yaakov Naftali, Gilad Michael et Eyal, 3 jeunes qui, vraisemblablement, ont été kidnappés. C'est la jeunesse de notre peuple, une jeunesse qui étudie la Torah, une jeunesse intégrée dans la société israélienne, puisque ce sont des jeunes qui vont prendre toute leur place, tant au service de la défense de l'État d'Israël que au sein des activités professionnelles qu'ils occuperont. Et le Grand Rabbin de France doit pouvoir réaliser une profonde réflexion sur ce lien que nous entretenons, non pas juste avec l'État d'Israël, mais avec l'État juif. Ce qui m'amène, pardonnez-moi, aussi à évoquer la question de la parole publique du Grand Rabbin de France. On m'a souvent dépeint comme discret, les plus sympathiques rajoutent dynamique. Je suis pour une rationalisation de la parole publique du Grand Rabbin de France. C'est-à-dire, nous avons toutes sortes, vous venez de le dire, toutes sortes de réactions de nos institutions. Le Grand Rabbin de France, il doit prendre de la hauteur. Il doit prendre la peine, sauf quand vraiment il y a des situations de crise qui demandent sa présence. Sa présence, pas juste par les paroles, mais sa présence physique. Il doit prendre le temps de réfléchir, non pas pour que sa parole se raréfie, mais pour qu'elle soit désirée et attendue. Je vous donne un exemple. Vous évoquiez également les agressions en plein Paris, place de la République, Sarcelles, Créteil. Bien évidemment que la parole du Grand Rabbin de France doit se joindre à toutes les paroles, les prises de parole que nous avons entendues. Mais le Grand Rabbin de France, d'une certaine manière, peut-être doit se démarquer en tant que référence spirituelle. Le Grand Rabbin de France doit être un acteur déterminant dans le combat contre l'antisémitisme. Mais je crois sincèrement que ce combat, il relève au premier chef des pouvoirs publics, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Le Grand Rabbin de France, et c'est une piste que je propose, doit pouvoir établir des relations fréquentes avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous ne pouvons plus envisager le combat contre l'antisémitisme sous des facettes sécuritaires. Croyez-vous vraiment que nous pouvons nous contenter
d'une charte de la laïcité apposée sur les murs de l'école de la République pour rassurer nos enfants qui se trouvent dans les écoles publiques. Croyez-vous vraiment que nous puissions nous contenter de vœux pieux, de marques de sympathie qui nous rassurent et des efforts déployés par la police, par les forces publiques, et nous en sommes conscients? Aujourd'hui, je suis convaincu que le grand rabbin de France doit pouvoir inciter, pour ne pas dire pousser, le ministère de l'Éducation nationale et le corps enseignant à travers le ministère sur une réflexion sur, dès la petite enfance, sur tous les clichés dans lesquels les enfants évoluent, tant sur l'enseignement du fait religieux que dans l'histoire contemporaine par rapport à l'évolution de l'État d'Israël, tant également sur, je donne un exemple, l'histoire des Hébreux, où parfois nos enfants nous rapportent ce qui peut être enseigné à ce sujet. Et je voudrais que le grand rabbin de France puisse déployer toute son énergie pour généraliser ce que j'ai pu faire aussi au niveau de la place des Vosges et au niveau de l'école rabbinique. Ouvrir nos lieux de prière et d'études à toute la société civile. Nous ne pouvons plus nous contenter de montrer que nos synagogues sont des camps fortifiés pour se protéger des agressions éventuelles. Le grand rabbin de France, sinon je ne me présenterai pas à cette élection, croit véritablement dans un avenir du judaïsme en France, sans pour autant occulter la Aliyah. Cet avenir de judaïsme en France ne peut pas être évoqué comme un judaïsme de repli identitaire. Bien au contraire, face à toutes ces agressions, nous ne pouvons pas tomber dans cet écueil suivant. Nous devons ouvrir encore plus nos portes, tout en respectant les impératifs sécuritaires. Quelques exemples. J'ai accueilli il y a quelques semaines une promotion des commissaires de police et des officiers de police judiciaire avec le mémorial. La préfecture de police de Paris, c'est une expérience qui n'a pas encore été généralisée ailleurs, envoie cette promotion visiter le musée de Drancy et le musée de la Shoah dans le 4e arrondissement. Je ne peux me contenter d'une image d'un peuple juif qui serait, aux yeux de certains, même de nos amis, ceux qui nous aiment, enfermé dans cette posture victimaire. Je crois vraiment que pour lutter contre les clichés, il faut montrer un judaïsme joyeux, rayonnant, qui puisse apporter, comme dit le Rav Kook, hors la goyim, une lumière aux nations, un apport à l'humanité tout entière. J'en suis véritablement convaincu pour avoir discuté avec ces hommes et femmes qui sont dépositaires de l'autorité publique, de leur expliquer ce qu'est un rabbin, ce qu'est une synagogue, ce qu'est une communauté vivante. Eh bien, c'est une découverte pour eux. Je pense aussi à l'école des infirmières, le corps médical qui est souvent confronté aussi aux rituels juifs au sein des hôpitaux. J'en sais quelque chose puisque je suis aumônier des hôpitaux. Je voudrais aussi faire en sorte que toutes les synagogues puissent s'ouvrir aux collèges et lycées. Croyez-vous normal que lorsqu'on se retrouve face à une classe qui vient visiter une synagogue, et je risque de choquer certains, mais des jeunes de confession musulmane ne veulent pas franchir le pas de la synagogue, qu'ils ont ce blocage et que le corps enseignant est complètement dépassé par cette question. Est-ce que vous croyez qu'en tant que rabbin, je peux me contenter de cette situation sans vouloir... Alors, allons plus loin. Est-ce que vous êtes pour le dialogue interreligieux ? Mais plus que jamais. Plus que jamais. Mais je voudrais que ce dialogue religieux puisse dépasser les cercles d'initiés. Vous savez, chaque année, je fais une étude à 2 voix au sein de l'amitié judéo-chrétienne. Je me suis déplacé même récemment aux côtés de l'imam Chalgoumi pour ce repas républicain Kasher Beddin et dans la visite de ce musée d'Annecy, je suis même passé sur France 24 arabe. Il faut soutenir tous ces êtres épris de liberté et respectueux de la dignité humaine. Mais cela ne suffira pas pour ouvrir toutes les portes à ceux qui sont à la base, ceux qui fréquentent des mosquées, ceux qui fréquentent toutes sortes de lieux où parfois la parole du judaïsme, bien évidemment, ne passe pas. Le grand rabbin de France devra multiplier là aussi les pistes pour que sur le terrain, nos belles intentions se matérialisent en faits concrets. Donc le dialogue interreligieux, oui, mais à condition qu'à un moment donné, cela dépasse le grand rabbin de France et tous les hauts dignitaires représentants des autres religions.
faut savoir aussi si la communauté juive, dans ce dialogue interreligieux, est prête à entendre au sein de ses synagogues un discours qui soit différent de celui du rabbin. C'est vrai. Parce que ça, c'est un dialogue. C'est vrai. Sinon, c'est une présentation des différentes religions au sein des lieux de culte de ces religions. Un dialogue, c'est pouvoir avoir un imam qui monte à la théba et qui explique ce qu'est l'islam devant les fidèles juifs de la synagogue. Il y a du chemin. Il y a du chemin. Vous disiez que la parole, si vous étiez élu, du grand rabbin de France doit être mesurée, doit être réfléchie, qui doit se mettre un peu en retrait. Lors de la présentation des candidats devant le consistoire central, vous avez signé, comme les autres candidats, un document qui, disons-le, retire une certaine autonomie au grand rabbin de France. C'est la vision que vous avez de ce poste ? Écoutez, ce cahier des charges, il a été réfléchi, rédigé, non pas par un homme, mais par une institution qui s'est nourrie de certains faits qui s'étaient déroulés dans l'histoire de l'institution. Quand je dis certains faits, ce n'est pas les faits des années précédentes, c'est toute l'histoire de l'institution. Le Grand Rabbin de France est une institution qui doit faire entendre sa voix, mais statutairement, elle fait partie de l'institution consistoriale. Que ça plaise ou non, il y a un pouvoir bicéphale. La question que vous posez et qui est tout à fait pertinente, c'est est-ce que le Grand Rabbin de France, à travers ce cahier des charges, va perdre en autonomie ? Vous savez, j'ai sûrement été perçu comme un homme de l'institution pour être aux côtés du président du consistoire et du Grand Rabbin de Paris. Certains me diraient, mais pourquoi ce ne sont pas eux qui sont à tes côtés ? Soyons sérieux et ne jouons pas sur les mots. Je n'ai pas l'habitude de me laisser enfermer dans un cadre particulier. Mes fidèles à la place des Vosges connaissent ma liberté de ton, ma liberté de parole. Mais je l'emploie aussi dans un contexte particulier et dans le respect de la parole de l'autre. Je n'ose pas imaginer que des hommes et des femmes siégeant au conseil du consistoire central, représentant toutes les communautés de France, siégeant dans la commission électorale, siégeant dans nos bureaux, des hommes et des femmes épris de liberté et attachés à l'autonomie de l'institution du Grand Rabbin de France puissent attendre, à travers ce cahier des charges, de museler la parole du Grand Rabbin de France. Je n'ose pas l'imaginer. Pour autant, ce n'est pas parce que le Grand Rabbin de France travaillera main dans la main avec le Grand Rabbin de Paris et le président du consistoire qu'il en sera le vassal ou que certains pourraient croire qu'il est inféodé à tel ou tel pouvoir. Le cahier des charges, oui, c'est vrai, vous avez raison, nous imposera encore plus de vigilance, encore plus d'intention et encore plus de réflexion et d'anticipation. Peut-être que ça m'obligera à faire encore plus de réunions avec le président du consistoire du Grand Rabbin de Paris pour que ma parole soit bien comprise et qu'elle puisse être encore plus forte au-delà des bureaux du consistoire central. Ce qui veut dire par là que l'une de mes idées fortes, c'est aussi de passer une grande partie de mon temps à faire des réunions de travail au siège même des consistoires régionaux et des grands rabbinats régionaux. Il faut décentraliser les réunions de travail. Et je dirais le travail du Grand Rabbin de France, il en est fini du jacobinisme français. Il faut absolument que le Grand Rabbin de France soit sur le terrain. Je l'ai vu tout au long de cette campagne. Ces auditions étaient plus que des auditions. Et je remercie tous les présidents des consistoires régionaux de l'avoir organisé dans une grande dignité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste une audition, il y avait un débat autour d'une table. Et ce type de réunion, comme je l'ai entendu certains me disaient, oui, mais on va revoir dans 7 ans. Non, le Grand Rabbin de France devra multiplier ce type d'initiative. D'une certaine manière, je dirais qu'avoir 10 candidats, cela nous a permis d'initier une nouvelle façon d'organiser des réunions de travail avec tous les représentants des différentes communautés. Et c'est peut-être aussi en cela que le Grand Rabbin de France gagnera en autonomie, parce qu'il sera soutenu aussi
par les grands rabbinats régionaux et les consistoires locaux, plus il sera sur le terrain et plus il tirera une force et sa parole sera d'autant plus autonome et énergique. Olivier Kaufmann, il nous reste quelques minutes. 2 questions. Une question peut-être qui pourrait fâcher. J'ai lu dans la presse, dans les différentes interviews que vous avez faites, que aussi bien dans ActuJ que dans Amodia, vous étiez docteur en droit. Finalement, vous avez une maîtrise en droit, vous avez un DESS en droit, pour que les choses soient claires. Oui, je suis docteur en philosophie, docteur en gastronomie. J'ai tout entendu. Vous le savez, quand j'ai été nommé directeur de l'école rabbinique, j'ai peut-être fait une erreur, mais c'était un choix. C'était dans un contexte particulier où les choses se sont précipitées et j'avais refusé d'accorder toute interview. Et des journalistes, sûrement bien intentionnés, ont essayé d'avoir des sources qui n'étaient pas de mon entourage et qui ont, et c'est à partir d'un article, et qui ont établi toutes sortes de versions erronées, non pas juste sur ma formation universitaire, mais également sur mon âge, sur mon parcours de militant communautaire. Et je remercie un homme qui s'appelle Clément Vérénal, qui à l'époque m'a alerté. Du coup, maintenant, je suis très vigilant parce que je n'étais pas très aguerri. Il faut que je sois encore plus aguerri à Google et à Internet, qui m'a alerté. Et nous avons immédiatement rectifié sur la fiche Wikipédia. Mais il est vrai que d'autres articles, puisque moi, je me suis tu pendant 1 an, d'autres articles, mon premier interview, c'était juste avant Pessah, dans Amodia. Et donc, toute cette année, il y a eu donc des articles qui se sont nourris. Et il est vrai que la personne, et c'est un ami, comme quoi les amis servent, m'a alerté. Clément Vérénal a donc fait pour moi, parce que là aussi, moi, je ne savais pas que je croyais naïvement qu'on pouvait verrouiller une... On ne peut pas la verrouiller. Et donc, c'est lui qui a rectifié toutes les erreurs qui avaient été introduites dans cette fiche. Et donc aujourd'hui, ce que je peux confirmer, c'est que, et c'est un tournant important de ma vie, c'est lorsque j'ai terminé ma maîtrise de droit à Panthéon-Sorbonne, c'est à ce moment-là que je suis rentré à l'école rabbinique. Allez, dernière question pour tous ceux qui vont voter pour élire le prochain grand rabbin de France, qui nous écoutent ce soir et qui sont de possibles électeurs. Il y en a pas mal. Qu'avez-vous envie de leur dire pour les convaincre que vous êtes le meilleur candidat ? Écoutez, pour les convaincre, déjà, je m'y suis employé tout au long de cette campagne et de rencontres sur le terrain. Là aussi, je sais que ce sont des hommes et des femmes qui réfléchissent, et je ne pense pas qu'ils décideront à la dernière minute. Mais vous avez raison, on peut là aussi avoir une influence sur les indécis. Un mot, c'est ma volonté, mon énergie, au service de la communauté, mon expérience depuis 1988 au sein de l'institution consistoriale, mon amour du peuple d'Israël, et surtout la conviction qu'il y a un avenir pour les Juifs de France et que le grand rabbin de France doit tout faire pour que les futurs rabbins soient ouverts sur la cité, soient ouverts sur toutes les questions qui interpellent notre communauté, et puis aussi, fort des contacts que j'ai pu nouer tout au long de cet intérim avec les pouvoirs publics, avec des hommes et des femmes qui travaillent dans certains ministères et qui attendent de nous que nous soyons fidèles à nos valeurs, qui attendent de nous que nous soyons dans une démarche positive de construction. Je fais confiance dans l'intelligence des grands électeurs et je suis persuadé qu'ils verront en moi le futur grand rabbin de France doté d'une certaine forme de discernement, de volontarisme avec l'aide de Dieu. Je le serai le 22 juin. Rendez-vous est pris, Olivier Kaufmann. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes grand rabbin de France par intérim, directeur du séminaire israélite de France et candidat au poste de grand rabbin de France. Élection le 22 juin prochain. Merci à vous. Bonsoir.